Nous sur Télé 50, en marge de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies tenue récemment à New York, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, a représenté son pays, la République démocratique du Congo. Sur place, le patron de la diplomatie congolaise a eu un entretien avec le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, Mark Simons. Au menu, la sécurité avec un accent sur le désarmement des FDLR. Au cours de cet entretien, le diplomate britannique a félicité Raymond Tshibanda pour son intervention remarquée lors du Conseil. L'exposé du ministre congolais, selon Mark Simons, a permis aux 15 pays membres de bien comprendre l'évolution de la situation sécuritaire et le processus de désarmement des FDLR. Rapport exhaustif qui a également repris les défis de la stabilité, la question de l'amnistie et les différentes réformes institutionnelles du gouvernement congolais sous le leadership du président Joseph Kabila. Mark Simons a salué à cet effet les efforts des autorités congolaises pour le progrès réalisé dans la consolidation de la RDC. Sur le plan bilatéral, la RDC et le Royaume-Uni entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération. Le diplomate britannique a profité de cet entretien pour renouveler l'appui de son pays à la RDC dans le processus de pacification de sa partie orientale. Au cours de son séjour américain, Raymond Tshibanda a également participé à une réunion du bureau de l'envoyé spécial Ban Ki-moon pour la région des Grands Lacs. La réunion a porté sur l'élaboration d'un plan d'action régional impliquant les États de la région à respecter les engagements de l'accord cadre. Santé publique, dans ce journal, la République démocratique du Congo reste en alerte dans la lutte contre la propagation de l'épidémie d'Ebola, même si aucun cas n'a été détecté. À l'aéroport international de Kinshasa, toutes les dispositions sécuritaires ont été prises afin de dénicher d'éventuels cas suspects. Assurance donnée par les services aéroportuaires et le Premier ministre Matata Ponyo s'y est personnellement rendu pour s'en convaincre. Reportage à l'aéroport de Kinshasa, Marlon Ketchamo. Aéroport international d'Ndjili. Ces lieux constituent la porte d'entrée des sorties aériennes de la République démocratique du Congo. Face à l'imminente propagation de la fièvre hémorragique Ebola, qui frappe une majeure partie de l'Afrique de l'Ouest et menace aussi un bon nombre de pays à travers le monde, les autorités congolaises ont pris des mesures urgentes et drastiques pour prévenir l'épidémie. Ce qui justifie d'ailleurs cette visite surprise de Matata Ponyo, ici dans la salle des bagages. De tous les cas que nous avons eus, depuis que les mesures sont appliquées, jusque-là, c'est OK. Il n'y a pas un cas suspect jusque-là. Plusieurs mesures préventives ont été prises par la RDC, entre autres la sensibilisation des voyageurs en partance pour l'Afrique de l'Ouest, les renforcements de la surveillance épidémiologique et la formation de tous les agents aux frontières. Ici, le Premier ministre est soucieux de la situation, c'est lui-même un journaliste. Comment vous identifiez si un avion vient du Nigeria? Voilà, ça dit si un avion avec 200 personnes, ça arrive ici, qu'est-ce que vous faites? Bon, si un avion vient du Nigeria, d'abord, on a des agents avec les kits, on se pointe au bas de l'avion. Chaque passager qui descend est facilement identifié avec ce témoin à laser, c'est-à-dire ça nous facilite de prélever la température. Mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Le programme national de l'hygiène aux frontières a déjà lancé l'utilisation des thermomètres à laser, à l'aéroport d'Ndjili notamment, ainsi que dans les différents postes frontaliers, afin de faire face à cette épidémie. Matata s'en va en esquissant un petit sourire. La situation est sous contrôle. La relance de la GECAMIN reste une préoccupation pour le chef de l'État, Joseph Kabila, qui a même nommé un nouvel administrateur à la tête de cette société commerciale dont l'État congolais est majoritaire. Son nom, Kamenga Jacques, il dit avoir une mission, celle d'assurer la relance de l'entreprise. Pour lui, l'heure est à la prise de contact avec différentes autorités de la province du Katanga, d'abord avec le gouverneur de province, Moïse Katumbi. Ils sont désormais appelés à travailler ensemble, surtout en toute transparence, pour redonner à la GECAMIN sa puissance économique, comme dans les années 70. La GECAMIN, c'est une grande société, c'est le fleuron de l'économie nationale. Il est tout à fait normal que je vienne voir le gouverneur pour qu'il me prodigue les sages conseils, parce que le gouvernement provincial tient beaucoup à la relance de la production à la GECAMIN. Moïse Katumbi, gouverneur du Katanga, et Jacques Kamanga, actuel administrateur, directeur général adjoint de la GECAMIN, ont également échangé sur ce qui doit être prioritaire pour la relance de l'entreprise. La GECAMIN, depuis 2010, elle a été transformée en société commerciale.
Aujourd'hui, elle fonctionne comme une société de gestion de type privé. Nous avons l'obligation des résultats. C'est pourquoi les efforts de la GECAMIN sont très concentrés sur la maîtrise des coûts d'exploitation pour arriver à dégager les bénéfices. La GECAMIN a connu plusieurs problèmes dans le passé, de problèmes dont la solution s'y résume en 2 points. Nous avons 2 priorités principales, la production et la paye régulière du personnel. La production aujourd'hui à la GECAMIN, on peut la refaire très facilement. C'est un problème de volonté. Mais la première priorité aussi, ça sera pour réaliser cette production, c'est de renouer nos bonnes relations avec la SNEL. La deuxième priorité, c'est la paye du personnel. Le personnel qui travaille doit être payé. La volonté et la détermination sont visiblement au rendez-vous, mais le Katanga, lui, attend plutôt le résultat. Au Katanga toujours, conflit pygmée et bantou, le gouvernement a dépêché dans la province le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej. Ce dernier, qui séjourne depuis lundi soir, a pour mission d'emmener les 2 populations à une cohabitation pacifique après les incidents survenus la semaine passée. La cohabitation pacifique entre le peuple autochtone, communément appelé pygmée, et le bantou, vivant dans les territoires des Manono, district de Tanganyika, c'est l'objectif principal de la mission qu'effectue le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Manguez-Mons, qui a été accueilli à son arrivée par le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué. Le cortège du ministre Richard Mouyej s'est ébranlé vers sa résidence temporaire où l'attendaient les bourgmestres de cette commune qui compose la ville de Lubumbashi. Et le travail a commencé. Une réunion de sécurité a mis autour d'une même table le ministre Richard Mouyej ainsi que les membres du Conseil provincial de sécurité pour la résolution pacifique des conflits qui a provoqué des mouvements de population. Nous débattons de la question liée au conflit peuple autochtone et ce qu'on a tendance à appeler Bantou. Et pourtant, c'est le même peuple, ils sont tous congolais. Il faut travailler dur pour que ces tensions baissent, que les gens se retrouvent, qu'ils se réconcilient et qu'on jette des bases d'une paix durable. Et dès demain, je crois que nous allons faire mouvement vers le nord pour visiter les différents sites où sont regroupés actuellement les pygmées, obtenir qu'ils rentrent chez eux, parler avec le chef de village, parler avec les autorités locales, les autorités des districts, pour que pareille situation ne puisse se reproduire. Réunion précédée par un briefing dans le bureau du gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapoué. L'Office de gestion de frais multimodal aura un nouveau bâtiment. Ce n'est pas Kinshasa, mais en province, au Katanga. L'entreprise a procédé au lancement de travaux de construction de ce bâtiment administratif à Lubumbashi. Les travaux dureront 6 mois et seront exécutés par une société chinoise pour un coût global estimé à 3 millions de dollars américains. Nos reporters Guy Chungu et Martin Baroni étaient présents. Cette signature est porteuse d'une bonne nouvelle pour les agents de l'OGEFRAM Lubumbashi qui d'ici 6 mois seront dotés d'un nouveau bâtiment administratif construit et équipé aux normes internationales. Il s'agit d'un immeuble de 3 niveaux qui sera construit ici sur ces sites. Pour le lancement de travaux, les décors étaient plantés. Ce coup de maître est signé Anatole Kikwa qui continue à tout donner, même le reste, pour l'émergence de son entreprise. L'actuelle direction générale a décidé de conjurer ces mauvais sorts en élaborant un ambitieux programme visant à doter l'entreprise des bâtiments en propre dans ses principaux sites d'exploitation afin de mettre fin progressivement à ces statuts humiliants et précaires des locataires. Cette énième réalisation a connu également le soutien du ministère de Transport. Le conseiller du ministre l'explique. Le ministère a fait le nécessaire. La balle est dans le cas de l'OGEFRAM. Les souhaits les plus ardents de son Excellence, Monsieur le ministre, est que ces projets se réalisent dans les délais et sans avenant. 3 millions de dollars sont investis et la maquette dit tout. Aujourd'hui, avec le lancement de ces travaux, nous croyons qu'il y a quelque chose de plus. Je crois que tous les agents, vous verrez, vont donner les meilleurs d'eux-mêmes parce qu'ils sont mis maintenant à l'honneur. Ils sont aussi mis à l'épreuve pour donner les meilleurs d'eux-mêmes. Toujours dans la province du Katanga, l'OGEFRAM mûrit un autre projet, celui du port sec de Kasumbalesa. Pour nous, si cela ne dépendait que de nous, ce projet qui nous tient à cœur peut commencer
d'ici avant la fin de l'année. C'est pour ça que nous avons décrété cette année l'année du Katanga. Après la cérémonie, le directeur général de l'OGEFREM, Anatole Kikwa, a été d'abord reçu par le président de l'Assemblée provinciale, ensuite le gouverneur de la province, Moïse Katumbi Chapwe. Nous avons présenté les civilités, nous avons parlé de l'inauguration de ce matin. Il nous a félicité aussi, il est très ravi de cela, même s'il aurait voulu que ce soit 5 étages, mais il félicite déjà les 3 niveaux. En seulement 2 ans et 6 mois, Anatole Kikwa a pu redonner à l'OGEFREM toute sa force. Les œuvres parlaient d'elles-mêmes. On célèbre ce mardi dans le monde la journée internationale de la jeunesse. Selon les statistiques des Nations Unies, près de 70% des Congolais ont moins de 25 ans. Un pourcentage qui fait que la jeunesse représente une chance sans précédent pour le développement. À Kinshasa, outre le message du gouvernement, plusieurs activités ont été organisées, à l'exemple de celles organisées par le Forum national de la jeunesse. Toujours en rapport avec les activités de jeunes, l'Alliance des forces démocratiques du Congo, parti politique de la majorité présidentielle, a disponibilisé à l'intention de sa Ligue de jeunes un bureau national. Il est situé à Kinshasa et doté d'un matériel moderne, et ce grâce à l'implication de son autorité morale qui a inauguré personnellement le bâtiment. Rouge, jaune et blanche sont là les couleurs de la FDC. Lesquelles couleurs qui embellissent ce drapeau que devra encore une fois défendre avec dignité Pichu Mozaliwa, président national de la Ligue des jeunes. Ici, la cérémonie est dédiée à la jeunesse en présence de Modesto Bahati, lui qui a félicité les jeunes de son parti pour la cohésion qui règne entre eux. Preuve de la ferme volonté de l'autorité morale de la FDC de rendre ces jeunes plus efficaces sur toute l'étendue du pays. Des jeunes qui d'ailleurs ont encore adhéré par centaines, le cas de ceux-ci, membres de l'association des jeunes de Fizi, Itombwe, pour le développement résidant à Kinshasa. De là, tous, autour de l'autorité morale, vont battre le pavé pour enfin le moment M de cette journée. L'inauguration du bureau national de la Ligue des jeunes. Il est moderne et compte un équipement pouvant permettre à la jeunesse une bonne activité journalière. Tout parti politique cherche à conquérir le pouvoir et à l'exercer. Et nous avons vite compris que si réellement nous voulons conquérir le pouvoir, nous ne pouvons le faire qu'avec la jeunesse et les femmes. Les deux structures-là, comme vous le savez, nous avons tenu à ce qu'elles soient dotées de bureaux et d'un cadre de travail idéal. C'est ce qui a fait qu'il n'y a pas longtemps, nous avons inauguré le siège de la Ligue des femmes de l'AFDC et aujourd'hui c'est le tour de la Ligue des jeunes de l'AFDC. L'opération devra s'étendre également dans l'arrière-pays. Dans l'actualité également, le point sur la 3e édition des cours intensifs sur le droit de l'homme et droit international pénal qui s'est ouvert ce lundi à l'Université protestante du Congo, organisé par le Club des Amis du droit du Congo. Ce rendez-vous permet aux participants d'acquérir des connaissances pratiques dans les domaines de droit de l'homme et du droit international pénal. Regardez. C'est la 3e édition des cours intensifs sur le droit de l'homme et droit international pénal qui s'est ouverte ce lundi à l'Université protestante au Congo. Pendant une dizaine de jours, ce sont des échanges et débats qui se succéderont ici à l'Université protestante au Congo, une façon, à en croire le Club des Amis du droit du Congo, d'offrir un cadre approprié aux praticiens et aux étudiants d'acquérir des connaissances dans le domaine des droits de l'homme et droit international pénal. Ils se sont inspirés de la Magna Carta et de la pétition de droit. Ces cours ont pour objectif essentiel de renforcer les capacités de nos praticiens du droit, des chercheurs et des étudiants en matière de droits de l'homme et du droit international pénal. Et donc la problématique c'est que avant, la plupart de nos chercheurs et nos praticiens du droit qui veulent se spécialiser dans ce domaine sont obligés d'aller suivre des formations dans d'autres pays. Et vous savez que cela n'est pas à la bourse de tout le monde. Déjà au cours de la première journée, les participants se disent satisfaits. Ils espèrent que l'objectif sera atteint. Je vais beaucoup m'enrichir parce que même avec le premier intervenant sur l'histoire des droits de l'homme, j'ai beaucoup appris. Il nous a montré comment est-ce que les droits de l'homme a évolué depuis l'époque antique jusqu'à ce jour.